The danger is especially acute for nearly 900 million people who live in coastal zones at low elevations, and that's 1 out of 10 people on Earth. C'est colossal. Un dixième de l'humanité serait déjà menacé par un péril lent mais certain, l'élévation du niveau des mers. Alors bien sûr, le chiffre varie en fonction de la méthodologie utilisée ou du scénario de réchauffement privilégié. Mais ce sont bien des centaines de millions d'individus qui pourraient vivre sur des zones côtières à risque d'ici 2050. Rising seas are sinking futures. Le défi est donc immense pour les populations directement exposées à ce qui, rappelons-le, est une conséquence directe du réchauffement climatique. Le niveau de la mer va continuer à s'élever pendant des siècles. Et ça, on a vraiment une confiance très élevée là-dedans. Et en plus d'être progressif et en bonne partie inéluctable, le phénomène est également global, puisqu'à terme, tous les pays du monde seront impactés. On dépend tous d'activités de commerce qui passent par les ports. Donc même si vous habitez dans un pays qui n'a pas de façade maritime, il est très probable en fait que les activités économiques soient potentiellement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Cela fait des siècles qu'on essaye de mesurer le niveau de la mer par différents moyens. Cette histoire commence avec les marégraphes qu'on immergeait alors dans les ports comme à Brest en 1679. Mais pour obtenir des chiffres solides et unanimement partagés par la communauté scientifique, il a quand même fallu attendre que de grands progrès soient réalisés puis généralisés. On connaît en fait les niveaux marins depuis environ 200 ans à peu près. Depuis 1993, on a également en fait les satellites altimétriques qui mesurent le niveau marin de manière continue et puis également sur tous les océans parce qu'évidemment les marégraphes c'est le long des côtes. Et puis on peut également reconstruire les niveaux marins passés avec des traces géologiques en regardant comment les sédiments se sont accumulés dans les marais par exemple ou comment les coraux ont grandi. Ce n'est qu'à partir de la moitié du XXe siècle que les premiers chercheurs mettent en évidence la montée des eaux. Et grâce aux reconstitutions du passé, on dispose aujourd'hui de données très fiables et très fines qui attestent notamment d'une élévation progressive du niveau de la mer. Si on regarde au XXe siècle, il s'est élevé à peu près de 1,5 mm pendant le XXe siècle. À la fin du XXe siècle, c'était plutôt 2 mm par an. Et puis aujourd'hui, c'est 4 mm par an. Donc on a bien une accélération de l'élévation du niveau de la mer. Alors il s'agit bien là d'une moyenne globale, qui comme en matière de réchauffement climatique, masque des disparités régionales. Mais ça ne signifie pas pour autant que certaines régions seraient à l'abri par rapport à d'autres, car au final, les extrêmes ne s'éloignent pas tant que ça de la moyenne. Cette variabilité régionale, elle est à plus ou moins 20% de la moyenne globale. Par exemple, l'Europe est vulnérable à l'élévation du niveau de la mer, on sera assez proche de la moyenne globale en Europe, sauf dans les zones où le sol s'enfonce, où là ce sera plus. Les scientifiques sont aujourd'hui unanimes pour interpréter l'élévation du niveau de la mer comme une conséquence du changement climatique. Et c'est principalement lié à deux phénomènes qui s'accélèrent sous l'effet du réchauffement. Déjà, on a 90% de la chaleur additionnelle qui est liée au déséquilibre énergétique de la Terre qui s'accumule dans les océans. Donc l'océan se réchauffe et il se dilate. Pas beaucoup parce que c'est de l'eau, mais suffisamment pour qu'on ait de l'élévation du niveau de la mer due à cette expansion thermique de l'océan. La deuxième raison, c'est la fonte des glaciers. Alors les glaciers de montagne, notamment les grands glaciers en Arctique, et également les glaces qui se trouvent au Groenland et en Antarctique, donc les grandes calottes de glace. S'ajoutent à ça d'autres contributions plus inattendues et plus modestes, comme par exemple le pompage des eaux souterraines. En fait, quand vous pompez des eaux souterraines, la plupart du temps, elle va se retrouver dans l'océan, donc ça c'est une contribution positive à l'élévation du niveau de la mer. Et puis au contraire, les barrages qui, eux, retiennent l'eau sur les terres. Les deux effets se sont compensés sur le XXe siècle, mais au cours du XXIe siècle, on estime que ce sera 10 cm supplémentaires qui sera lié à ces pompages d'eau souterraines. Et enfin, des phénomènes plus locaux jouent également un rôle. Alors ça peut être des processus océaniques particuliers, comme en Méditerranée, mais ça peut aussi être des sols qui s'affaissent, on parle alors de subsidence, ou des sols qui parfois, de manière plus surprenante, se rehaussent. C'est le cas par exemple en Scandinavie, où il y a 20 000 ans, on avait une calotte de glace en Scandinavie qui a disparu, et le sol se soulève toujours en réponse à cette décharge de la calotte de glace qui n'existe plus aujourd'hui. La montée des eaux a ce site particulier qu'elle mettra beaucoup de temps à se stabiliser. Lorsque vous avez un réchauffement climatique de 1, 2, 3 ou 4 degrés, les grandes calottes de glace en Antarctique et au Groenland, elles vont mettre des centaines, voire des milliers d'années à répondre à ce réchauffement, parce que leur fonte va être extrêmement lente. Extrêmement lente à fondre en effet, mais aussi extrêmement importante en volume, ce qui fait de la montée des eaux un phénomène progressif et en bonne partie irréversible. Le Groenland, c'est 7 mètres d'équivalent d'élévation du niveau de la mer potentielle si tout fond, et l'Antarctique, c'est 65 mètres. Donc on a de la chance que ça ne fonde pas en 100 ans ou en 200 ans ou même en 500 ans, mais le problème c'est que ça va fondre pendant des centaines et des milliers d'années. Donc à l'échelle de la vie humaine, en gros pour les prochaines centaines d'années, voire milliers d'années, on sait que le niveau de la mer va continuer à augmenter. On n'a donc plus vraiment de doute sur le fait que les océans poursuivront leur élévation pendant encore plusieurs générations après nous.
Donc la question qui se pose désormais, c'est à quel rythme et quel est le scénario le plus crédible pour la fin du siècle par exemple. Ce qui est crédible, c'est les engagements des États. Donc on arrive à 3 degrés de réchauffement climatique en 2100 et après le climat continue à se réchauffer. Donc là on arrive à peu près à environ entre 50 cm et 1 mètre d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle en 2100. Mais après évidemment ça continue à augmenter et ça continue à augmenter à peu près 1 cm par an. Donc c'est pas du tout négligeable. Mais alors que se passerait-il si on était collectivement plus ambitieux et qu'on parvenait à respecter l'accord de Paris? Là on aurait quand même 40 à 60 cm d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle. Une élévation du niveau de la mer qui serait moins rapide, peut-être 5 mm par an, mais tout de même 5 mm par an, ça suffit pour faire monter significativement l'élévation du niveau de la mer sur un siècle. Et puis alors on peut pas exclure non plus que les États ne tiennent pas leurs engagements malheureusement, et dans ce cas on peut avoir des scénarios qui vont au-delà de 80 cm ou du mètre. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que ça pourrait même être bien pire que ça. Car il y a sur l'élévation du niveau marin une incertitude qui ne porte plus cette fois sur les émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt sur la vitesse à laquelle vont répondre les grandes calottes de glace. Les scénarios dont je vous ai parlé, ça fait l'hypothèse en fait que le Groenland et l'Antarctique fondent avec des processus qu'on comprend très bien. Mais par exemple, si on commence à avoir de la fonte en surface en Antarctique, qu'il y a des crevasses qui se forment sur l'Antarctique et puis que ces crevasses forment des falaises relativement hautes, on ne peut pas exclure qu'il y ait une déstabilisation des grands glaciers et qu'on ait une élévation du niveau de la mer encore plus rapide qui nous amène à 1,50 m en 2100. Surtout, ça ne s'arrête pas en 2100. Il faut bien voir que en 2300, par exemple, le GIEC il nous dit que pour un scénario à forte émission, on est entre 3 mètres et 7 mètres sans pouvoir exclure 15 mètres, par exemple.